Et merci, James. Merci tout le monde d'être ici cet après-midi. Je suis très content avec vous, dans la ligne. Je suis aussi à Vancouver cet après-midi. Demain, je vais retourner à Ontario. Après ça, à Montréal. On a un événement plus tard cette semaine. Et finalement, à Toronto, dans quelques jours, où on va finalement, après 6 mois, après, on va terminer cette discussion, cette conversation essentielle. Pour moi, comme un candidat dans la course à la chefferie, il y a quelques grandes questions. Et questions tellement importantes, pas seulement pour l'MPD, certainement pour nous, mais particulièrement pour le progressiste au Canada et essentiellement pour le pays. Parce que avec le gouvernement de M. Harper maintenant, il y a combien de raisons maintenant où on a besoin d'avoir quelque chose meilleur que ça. Un gouvernement qui croit dans la guerre, comme le gouvernement de M. Harper maintenant, et qui croit que les prisons sont une réponse à la crime ou à le problème socio-économique. Pour moi, cet après-midi, c'est pour vous. C'est l'opportunité pour mettre les questions directes, les questions peut-être dures de mon candidature, aussi de mes idées. Parce que, essentiellement, c'est une question, c'est une conversation, c'est une opportunité essentielle. Et aussi, c'est une responsabilité. C'est pas seulement une course pour une course, c'est une responsabilité pour continuer le travail de Jack et notre équipe dans la prochaine étape. Et finalement, avoir un gouvernement progressiste qui reflète les valeurs de la majorité progressiste au Canada. Donc, je ne sais pas si on peut commencer, James, mais je suis prêt pour les questions et pour la direction de votre opinion là. OK, merci Nathan. Si vous venez tout juste de nous joindre, vous participez à une assemblée publique avec Nathan Cohen. Nathan veut entendre vos idées et vos questions, donc appuyez sur le 0 pour poser une question à Nathan. Donc, on commence avec une question de Marielle à Orléans. Oui, bonjour Marielle. Nathan. Bonjour. Alors, premièrement, je suis très heureuse de pouvoir vous parler de façon directe. Alors, ma question est la suivante. J'habite Orléans, en Ontario, mais je suis née au Québec. Et je peux dire que j'ai de profondes attaches dans ma province d'origine. Alors, ma question est la suivante. Quelle est votre position concernant le régionalisme au Canada, notamment la spécificité du Québec, toujours au sein du Canada? Merci. Ouais, voyons, c'est une tellement bonne question et merci pour ça. Je ne sais pas si je suis particulièrement clair de le point, le but des questions. Mais pour moi, le voix du Québec au Canada, c'est essentiel. Et après la dernière élection, où les Québécois et Québécoises disent oui à une option fédéraliste, dit oui à le bon Jacques, c'est une ouverture essentielle, très importante pour le reste du Canada, pour les Rockandis. Et pour moi, comme quelqu'un je suis né à Toronto, mais j'habite et je représente le nord-ouest de Colombie-Britannique. Je suis vraiment dehors d'Ottawa. Et je crois quelquefois que le peuple d'Ottawa pense quelque chose de différent de la région, le pays. Donc pour moi, comme un gars de Colombie-Britannique, je crois et j'ai un sens qu'il y a beaucoup de amiante entre les personnes de la côte ouest et le Québec. Donc, si je comprends la question bien, c'est comme où c'est la place pour le Québec dans la conversation du Canada et pour moi, c'est essentiel de respecter pas seulement la langue, mais aussi la culture et la place essentielle dans la conversation canadienne. Parce que je suis une Canadienne très fière et je suis une francophile, on dit.
Et éventuellement, un jour, je vais avoir un niveau de français où je peux comprendre complètement tout l'aspect de culture et l'histoire et le reste de la communauté francophone et la communauté québécoise au Canada. Ben, merci pour la question. OK, merci. Donc maintenant, on a une question qui nous vient de Twitter, de Vincent Leclerc, qui demande vous êtes le candidat le plus similaire à Tom Mulcair. Quelle est la différence majeure entre vous et lui? Il y a quelques différences essentielles pour moi. Une, je suis pas du Québec, mais aussi mon plan de coopération en avance de la prochaine élection, où je dis que pour dire oui à l'ouverture de les Québécois nous donner dans la dernière élection, on doit être prêt à pratiquer la politique différente. Pas simplement dire je crois dans une politique différente, mais donner les exemples. Et pour moi, un bon exemple, il y a beaucoup de comtés, beaucoup de régions dans le pays où il y a une majorité progressiste, mais on a une députée conservatrice. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On a besoin d'un nouveau système électoral, certainement, mais pour la prochaine élection, on va avoir le même système brisé qu'on a maintenant, où un gouvernement qui peut gagner avec moins que 40% le vote populaire, et en effet, moins que 25% de le peuple en total. C'est ridicule et c'est pas bien, mais c'est la réalité. Je veux dire, les comtés de militants NPD, un choix pour voir une réunion de nomination adjointe avec le Parti libéral et le Parti vert. Et si le militant dans le comté veut faire ça, je suis bien d'accord avec ça. Et on peut avoir seulement un candidat contre le conservateur et avoir finalement un gouvernement progressiste. Et c'est Québec pour travailler avec les autres partis, je ne sais pas, progressistes, après une élection, comme on en a fait dans le budget de 2005 et dans la négociation pour un gouvernement de coalition avec M. Dion. Certainement, c'est Québec pour avoir la même conversation avec le même groupe avant d'une élection. Et ça, c'est une idée que M. Mulcair et les autres ne sont pas fâchés, mais n'aiment pas beaucoup. Mais certainement, il y a un marché, il y a quelques peuples et quelques personnes progressistes qui aiment le concept très bien. Mais, finalement, je suis pas exactement fort avec les détails de le plan, mais c'est un plan. Et s'il y a une vote ou quelque chose dans le parti pour décider si c'est un bon ou non, et si on va continuer avec ça, je suis ouvert à ça. Je veux être un leader, pas un dictateur. OK, merci Nathan. Si vous venez tout juste de nous joindre, vous participez à une assemblée publique avec Nathan Cullen. Vous pouvez appuyer sur le 0 pour poser une question à Nathan. OK, maintenant une autre question pour Nathan. Alexandrine à Québec. Excusez-moi, James. Excusez. Bonjour, Nathan. Excusez. Oui. Hello? Oui, continue, excusez-moi. Oui, bonjour, Nathan. C'est Alexandrine à Québec. J'avais une question par rapport à ta position sur la représentation proportionnelle. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses et si tu prévoyais l'instaurer si jamais tu deviens chef et que tu deviens premier ministre. Voilà, merci Alexandrine et bonjour et bienvenue à la conversation. Et pour moi, c'est essentiel, pas seulement pour parler d'un concept ou la potentialité d'une nouvelle forme, un nouveau système électoral. On doit faire une assurance, on va faire une promesse concrète. Et pour moi, c'est certainement va être le premier projet de loi qu'on va faire comme un nouveau gouvernement progressiste. Parce que il y a beaucoup d'enjeux, certainement, le changement climatique, le droit de la femme, le rôle du Québec et le reste. Il y a beaucoup de choses qu'on doit améliorer après un gouvernement
de M. Harper, ben, sans un bon système électoral, qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment on peut refléter le valeur progressiste du Canada si on a un système complètement brisé et très, très vieux, là? Donc, il y a beaucoup d'exemples et beaucoup d'options dans l'Europe et autres pays où ça marche très bien. Mais on doit réaliser deux choses spécifiquement. Un, c'est très difficile pour une partie, un groupe, après une élection qui en a gagné, pour changer le même système qui gagne avec n'importe quoi. Et on va faire cette promesse très fort entre nous et avec le public. Deuxièmement, pour avoir un nouveau système électoral proportionnel, qui je crois que c'est le meilleur système, on doit aussi réaliser que l'avenir, c'est un avenir de collaboration, coopération, parce que dans un système comme ça, c'est très difficile pour une partie gagne une majorité dans les élections. Donc, on va avoir le gouvernement minoritaire et potentiellement et certainement le gouvernement de coalition, de coopération. Et pour moi, je suis en faveur, mais c'est pour tout le monde réaliser qu'est-ce qu'on va faire. Et on va avoir un système comme ça. Ben, merci pour les questions, Alexandrine. C'est très bien. OK, merci Nathan. Puis une excellente question. Encore, vous participez à une assemblée publique avec Nathan Cullen. Appuyez sur le 0 pour poser une question à Nathan. Et si vous voulez faire un don à la campagne de Nathan aujourd'hui, vous portez volontaire, appuyez sur le 7. Donc, une autre question. François à Québec. Oui, j'aimerais savoir quel est votre plan pour l'agriculture au Canada, en particulier en tenant compte des problèmes d'approvisionnement des régions urbaines auprès des marchés de proximité. Voilà, c'est une question essentielle pour nous et pour moi, je suis l'appui d'une députée très importante dans cette question, M. Atanamenko, notre député de Colombie-Britannique à la frontière d'Alberta. Alex, on a travaillé pour quelques années pour développer un plan de sécurité de nourriture pour les citoyens. Parce qu'en maintenant, beaucoup de gouvernements qui ne croient pas dans ça, ils travaillaient plus pour le compagnie Monsanto et le reste. Donc, on a un plan très, très spécifique. C'est dans notre site web particulièrement parce que c'est important pour voir le plan très clair et très spécifique. Mais ici, aussi pour cette conversation, c'est essentiel pour les personnes à réaliser qu'on utilise le pouvoir du gouvernement, pas pour les grandes compagnies, n'importe quoi, si le Monsanto ni le pétrolier, n'importe quoi. On a un gouvernement qui travaillait seulement pour eux maintenant. Donc, on a besoin d'un gouvernement où on peut travailler ensemble avec les agriculteurs pour avoir de nourriture sécure et aussi le bon, plus de proximité de le peuple. Parce que si on portait toute la nourriture pour cette région, pour le pays, c'est un désastre. C'est pas un bon plan pour l'environnement, ni pour le peuple, ni pour les agriculteurs. Donc, notre plan, c'est très, très spécifique. Et c'est très bien parce qu'on travaille avec NetiWeb, M. Atanamenko et les restes. Et aussi pour défendre les concepts où on peut être ensemble et vendre notre produit ensemble, qu'on en a fait avec du lait, avec les œufs, et on en a fait avec le blé dans l'Ouest. Ben après M. Harper, c'est très, très, très difficile. Et c'est dommage, parce que ça ne marche pas pour le citoyen, mais non plus pour l'agriculture. OK, merci bien, Nathan. Donc, vous participez à une assemblée publique avec Nathan Cullen. Appuyez sur le 0 pour poser une question à Nathan.
On a plusieurs questions ici. On va continuer avec Fatou à Québec. Bonjour, je suis Fatou, Cissé, je suis une immigrante, je vis à Québec, je suis de profession musulmane et donc portant un hijab. Je voudrais savoir si M. Nathan a à cœur, comme l'avait eu M. Jack Layton, le souci de la justice et de l'équité sociale et les droits des minorités, de même que les personnes âgées et tout le reste. Donc ce serait important de savoir si le candidat va faire en sorte que les droits des minorités soient préservés quant à l'emploi, quant à la pratique de leur religion et voilà, et l'égalité des droits. Merci. Voilà, c'est une autre question excellente. Je suis une fille des immigrants d'Irlande, donc j'ai quelques expériences pas très similaires, mais similarités, où il y a c'est dommage quand je regarde les nouvelles quelquefois, il y a une communauté, un maire, quelqu'un qui dit quelque chose de très offensif et s'appliquer les lois contre les immigrants. Et je suis très confusé avec M. Harper maintenant parce que la réunification de la famille, c'est impossible pour moi d'imaginer notre système d'immigration sans ça, parce que c'est la tradition qui marche très bien et c'est essentiel pour les immigrants aussi, pour avoir un rêve de la possibilité pour réunir avec ta mère, ton frère, n'importe quoi, quelqu'un de votre famille au Canada après quelques années. Et c'est essentiel. Ça, c'est la réunification. C'est un droit, non? Mais M. Harper a changé la politique de ça et je comprends bien pas ça. On va améliorer ça quand nous sommes le gouvernement progressiste au Canada. Ben, particulièrement à respect le droit humain pour les immigrants et les minorités. Je suis né à Toronto, une ville où il y a quelques de problèmes, mais aussi il y a quelques de réponses très bien, où comment on peut intégrer les personnes très bien, plus efficace, avec l'appui pour l'éducation et l'appui pour l'événement culturel. Et pour moi, c'est comme je suis exactement comme le bon Jack, on a quoi dans un système équitable et juste, n'importe quoi de le croix religieux. Ben, merci pour la question. OK, merci Nathan. Nous avons le temps pour quelques autres questions. On va continuer avec Monique à Laval. Bonjour Nathan, c'est Monique à Laval. Je pose des questions au sujet de l'alliance à faire avec d'autres partis d'opposition au moment de l'élection. Je pense que l'élection est seulement dans 3 ans. Les conservateurs ne seront pas nécessairement aussi forts qu'ils le sont maintenant. S'ils le sont, là, on pourra penser à une alliance. S'ils le sont pas, et c'est peut-être pas nécessaire de le faire déjà. Et je pense que on s'affaiblit en prévoyant tout de suite une alliance, parce que sur ce qu'on dit en fait, c'est on ne sera pas assez fort pour battre Voilà. Harper. Voilà, c'est une question excellente. Et pour moi, c'est comme si dans 1 an, dans 2 ans, et on a comme, je ne sais pas, 40 points dans le sondage, et M. Harper avec 21, c'est pas une question pour moi, parce que la décision, il y a deux décisions avant que notre habilité à voir les réunions, l'unification pour une nomination. Un, c'est un vote ou quelque chose comme ça dans le parti. Deuxièmement, est très important, où la décision doit prendre le comté, les militants NPD dans la circonscription conservatrice. S'il y a une majorité de NPD qui croit les militants dans le comté, dans la circonscription, qu'on peut gagner sans cette plan, on va avoir mon appui absolument. Donc, c'est pas un problème, c'est une option.
Mais, au reverse, si il y en a dans 6 mois avant que la prochaine élection, et on a une situation similaire que la situation qu'on a maintenant, oh mon Dieu, pour moi, c'est comme les premiers 9 mois de ce gouvernement majoritaire de M. Harper était un désastre. Mais je peux pas imaginer 8 ans avec M. Harper dans une majorité. C'est comme, wow, ça c'est terrible pour tous les enjeux qu'on a dans cette discussion et les autres. Donc, si cette plan ne marche pas pour les personnes, et je réalisais, c'est controversiel, c'est pas, je comprends ça. On a besoin de quelque chose de différent. Donc, on peut dire qu'on va avoir un nouveau chef dans quelques jours. Ben, un chef moins connu de Jack. Et moins populaire peut-être que Jack. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Et pour moi, je veux mettre tout dans la table. Toutes les discussions, toutes les options, parce que mon emphasis, mon focus, c'est comme pour avoir un gouvernement progressiste, finalement, pour tout le pays. Parce qu'avec ça, on peut réaliser notre rêve ensemble de quelques enjeux très importants comme ça. Mais je suis pas, comme j'ai dit en avant, je suis pas comme ça c'est le plan et pas les autres. Je suis ouvert. Mais je demande à les autres campagnes, les candidats, si tu n'aimes pas ça, c'est correct. Ben, on a besoin d'un plan très bien pour continuer l'effort et le succès au Québec et particulièrement réaliser un nouveau succès dans l'Ouest. Parce que après le vague orange, on a gagné, je pense, 3 sièges nouveaux ouest de l'Ontario. Et voyons, c'est pas bien, là. C'est pas une vague, là. C'est quelque chose d'autre. Donc, on a besoin d'un plan pour toute la région. Et pour moi, il y a certainement des militants, les bons militants de MPD qui veulent faire quelque chose comme ça, un plan de coopération. Donc, je vais donner un minimum l'option à eux parce que si on veut faire ça, j'imagine il y a bonne réponse. Il y a pour gagner cette réunion à joindre. C'est pas quelque chose que je veux perdre. C'est comme on peut gagner ensemble. Mais voilà. Ça si c'est pas nécessaire, si on va gagner seul la prochaine élection, je suis content absolument gagner la prochaine élection seul contre le conservateur, pas de problème. OK, merci bien, Monique. Et je vous rappelle encore une fois que vous pouvez appuyer sur le 0 pour poser une question à Nathan. On va continuer avec Nathalie à Saint-Liboire. Nathalie, vas-y avec votre question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Mon nom est Nathalie. Je suis de Saint-Liboire, dans la province de Québec, en Montérégie. J'aimerais savoir quel est le plan de match du NPD pour réduire les listes d'attente à l'intérieur des hôpitaux et pour offrir un service de plus grande qualité, réduire les listes d'attente et offrir un meilleur service pour ses usagers. Merci Nathalie pour la question. C'est comme dans les premiers 6 mois de le gouvernement de M. Harper, on a eu 5 priorités. Une priorité pour faire quelque chose à ça et ça. Mais la 5e priorité était exactement votre question. Mais a manqué complètement le but et les objectifs. Et maintenant, on n'a pas un plan dans ce pays pour un système de santé public. Pas du tout. On a simplement un gouvernement fédéral qui dit ici c'est l'argent, ici la province peut faire quelque chose quelque chose de différent avec l'argent, n'importe quoi, pour le trafic à Montréal, non pas un stade pour un groupe de jouer hockey dans Winnipeg, n'importe quoi. Et ça, c'est un problème. Parce qu'après quelques années, on n'aura pas un système public de santé, n'importe quoi. Et certainement, la liste d'attente, on va être complètement trop lent. Et mon préoccupation avec ça, c'est comme, après l'expérience d'attente et d'attente pour les personnes, on va demander peut-être un système privé
Et ça se passe au Québec, au Alberta et en Colombie-Britannique maintenant, par exemple. Et ça, j'imagine, ça c'est le plan de le conservateur pour diminuer l'option pour le peuple, pour les citoyens. Et après un temps, les citoyens vont demander un système différent, peut-être un système plus proche de l'États-Unis. Mon Dieu, ça c'est un système plus cher, moins efficace et moins certainement efficace pour les personnes de la classe moyenne ou les personnes pauvres. Donc, pour moi, on fait une ligne, une connexion entre l'argent et la capacité de la province de produire les résultats. Les résultats des attentes pour les trésoriers et de la reste, certainement être comptabilité pour les gens et pour leur public. Parce que sans cette file, sans cette connexion, on n'aura pas un système public santé, on n'a pas un système très bien dans les régions, n'importe quoi. Ben, merci pour le question. OK, merci bien, Nathan. On va continuer. Encore une fois, vous participez à une assemblée publique avec Nathan Cohen. Appuyez sur le 0 pour poser une question à Nathan. Si vous voulez faire un don à la campagne aujourd'hui ou vous portez volontaire, appuyez sur le 7. On va continuer avec Richard à Shefford. Richard. Oui, bonjour Nathan. Mon nom est Richard de Shefford. J'aurais plusieurs questions à te poser, mais je vais me contenter d'une question un peu plus générale, une philosophique, je dirais même. Est-ce que tu crois, Nathan, que c'est possible d'avoir une croissance économique infinie sur une planète qui a des ressources limitées? On regarde le gaspillage de ce qu'on fait aujourd'hui avec nos ressources. Pour moi, ça m'inquiète. J'aimerais savoir si mes dirigeants, peut-être futurs dirigeants, ont une sensibilité face à ça. Merci. Oui, Richard, c'est une grande question et c'est une question incroyable, complexe, mais aussi une question incroyable, importante. J'écoutais hier à je ne sais pas le mot en français, podcast d'un ami de moi, M. Suzuki, qui parle exactement comment c'est passé pour l'économiste qui croit qu'on peut faire la même chose dans un système limité avec une économie pas de limite. On peut continuer à détruire la planète, utilise tout l'air et l'eau et le reste sans un problème. Ouais. Le premier exemple, un bon exemple, c'est le changement climatique, où c'est pas possible pour avoir, on dit en anglais, je sais pas le mot français, les externalités. On va dire tous les problèmes, tous les charbons, tous les gaz de serre. Ça, c'est une externalité pour les économistes et pour les compagnies pétrolières. Ouais, il n'y en a pas une externalité dans une planète. C'est dans la même planète. Donc, quand on croit dans une économie verte, dans un système plus juste, on doit réaliser qu'il y a beaucoup de réponses, beaucoup d'options qui existent où on peut faire le bon job qui existe sans la pollution comme on a maintenant. Il y a quelqu'un qui croit que la pollution, c'est la réponse d'une bonne économie. Même pour moi, ça marche pas comme ça. Parce que où j'habite, dans le nord-ouest de Colombie-Britannique, nous sommes à côté de la nature. S'il y a un problème ou on a fait quelque chose de mauvais dans une mine, dans le forestier, n'importe quoi, les effets sont directs et clairs pour tout le monde. Parce qu'il n'y en a pas de saumon, il n'y en a pas des os ou n'importe quoi. Donc, la connexion entre l'économie et dans l'environnement, c'est parfaitement clair pour nous. On doit réaliser ça aussi dans la ville. On doit réaliser ça dans le site urbain où, comme j'ai dit, je suis né à Toronto, où j'ai réalisé la disconnexion entre le peuple. Donc, on doit planifier le budget, le projet de loi, tout le système de gouvernement dans un contexte global. Aussi, je pense que le ministre de l'Environnement doit être le premier ministre. C'est pas bien pour avoir un ministre de l'Environnement sans un budget, sans le pouvoir, et dire il n'y a pas de problème. Et maintenant, on a un ministre de l'Environnement
qui 100% de son temps, c'est comme pour défendre le sable bitumineux. C'est ridicule. C'est offensif. Et c'est pas bien. Pas pour l'environnement, certainement, mais aussi pour l'économie. Où on a maintenant, finalement, une économie pétrolière et ça marche pas pour tout, pas pour la planète et pas pour l'industrie manufacturée. Merci pour la question. OK, on continue avec André à Drummondville. Bonjour, mon nom est André. On s'est rencontrés il y a quelques jours. Mon idée, c'est de savoir qu'est-ce que vous pensez des prisons pour les jeunes de 14 ans et moins. Et voilà. Merci, André, pour la question. J'ai travaillé dans ce système, mais dans un mode complètement différent. J'ai travaillé dans un projet dans le nord de l'Ontario où nous travaillons avec le jeune, mais dans le canot, pas dans la prison. Il y a quelques personnes, conservateurs, certainement, qui disent pas bien pour le jeune qui avoir quelques expériences criminalité dans la nature, dans le canot. Mais pour moi, c'était incroyable l'effet. Parce qu'après notre programme de 8 jours, 3 mois, ça dépend, était incroyable de réaliser la différence pour les jeunes, pour les jeunes personnes, ou après des connexions avec les autres jeunes dans un contexte plus bien qu'avant, mais aussi avec les adultes comme moi qui croient dans les jeunes, qui croient dans leur vie, et expérience la capacité pour avoir le fier, pour avoir la confiance dans son monde. Donc, on a besoin de prévenir le crime, pas seulement punir le crime tout le temps, parce que c'est comme c'est quelque chose ridicule penser que c'est toutes les réponses, les problèmes de société, c'est comme la prison, sont très, très chers. Il y a beaucoup d'expériences et quelquefois qui a réalisé c'est pas efficace. Donc, M. Harper continue sans évidence, mais avec l'idéologie seulement. Et pour moi, l'idéologie marche pas dans le monde réel, particulièrement dans les questions de crimes et de société. Donc, j'ai une expérience personnelle où ça marche. Et pour prévenir les crimes et aussi pour investir dans la personne, pas dans la prison. Mais merci pour la question. OK, merci bien. Encore une fois, vous participez à une assemblée publique avec Nathan Collins. Appuyez sur le 0 pour poser une question à Nathan. Et si vous voulez faire un don à la campagne de Nathan aujourd'hui, vous portez volontaire, appuyez sur le 7. Et prochaine, on va à question de Lise à Jonquière. OK. Bonjour, monsieur. Mon nom, c'est Lise Patry. Je voulais savoir par rapport par rapport aux gays et lesbiennes, savoir si il va y avoir quelque chose pour les personnes qui en vieillissement, là, tu sais, quand on commence à avoir un certain âge, là, entre gays, avoir avoir peut-être des moyens financiers spéciaux pour que ces gens-là puissent profiter de leur vieillesse, en tout cas, quelque chose dans ce genre-là. Je sais pas si vous avez compris c'est vraiment quoi que je veux dire, là. Fait que c'est ça. Fait que j'aimerais ça avoir une réponse par rapport à ma question. Savoir par rapport aux gens gays qui vieillissent, puis s'il va y avoir un jour des moyens de subvention pour pouvoir les aider. Je vous remercie beaucoup c'est une question très intéressante. Et, en effet, hier, j'étais avec un travailleur, un avocat, un militant dans cet enjeu, une personne qui travaillait pour un groupe qui s'appelle la Community, qui travaillait très fort ici au Colombie-Britannique, et cette directrice va nous supporter, et je suis très fier avec le support de le groupe et toutes les personnes. Mon expérience est très personnelle, en effet, de ça.
mon bon ami de l'école secondaire était un jeune gay. Il était très, très difficile pour lui dans notre école. On a fait beaucoup de réunions dans le centre-ville de Toronto avec les groupes et avec l'appui des groupes essentiels pour les personnes jeunes. Mais si je comprends votre question spécifiquement, c'est l'appui pour les personnes plus âgées qui sont gays avec l'assistance. Je ne sais pas si ça était en question, mais s'il était, j'ai quelques idées parce que je travaillais avec un groupe pour les personnes plus vieilles, pour l'assistance, particulièrement l'hébergement, où il y a quelques problèmes quand les personnes doivent partir leur maison ou leur appartement et déménager dans une autre place, dans une place pour les personnes qui sont très âgées. Il y a beaucoup de préjudices, il y a beaucoup de problèmes dans cette place et qu'est-ce qu'on peut faire? Et on peut faire quelque chose certainement d'éducation, mais aussi c'est très, très spécifique les problèmes qui existent. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose plus essentiel? Il y a des mesures certainement qui ont un peu appui, mais avec l'ignorance, c'est pas possible. Et maintenant, on a un gouvernement complètement ignorant des enjeux de les personnes gays, particulièrement des personnes gays âgées. Mais je crois que particulièrement par rapport de l'hébergement, on peut faire quelque chose ensemble. Mais on doit travailler certainement avec la province pour ça, parce que c'est une juridiction provinciale. Pour moi, c'est absolument essentiel pour réaliser ça. Mais merci pour la question, si je comprends bien. Bonjour James, j'écoute pas. Oui, bonjour. Premièrement, je déplorais le fait qu'on n'a pas entendu parler des maritimes, des provinces atlantiques du tout pendant la campagne, ou très peu en tout le moins. Mais ma question est tout simplement de savoir qu'est-ce que vous connaissez des Acadiens, de leur histoire et de leur réalité, et des francophones hors Québec, dit-on. Quelle est votre vision et comment pensez-vous aller les chercher pendant les élections? Merci. Et vous êtes complètement correct que le sujet de les régions maritimes, c'est pas un grand focus de cette campagne. C'est un dommage. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a quelques raisons peut-être. J'étais à Terre-Neuve la semaine passée et je parlais avec les mêmes enjeux qui existent dans la côte ouest et la côte est. Donc il y a beaucoup de connexions. Par rapport à la question des Acadiens, je ne peux pas dire que je suis un expert. J'ai beaucoup d'amis acadiens, certainement, et j'ai une connaissance de l'histoire, de la culture, mais pour moi, je suis un étudiant des Acadiens. J'ai besoin plus d'immersion dans le particulier difficulté, de la particulier défi qui existe pour le peuple acadien, mais je suis ouvert complètement. Mais votre deuxième question était, je ne sais pas si c'était deux questions, mais vous avez parlé de le francophone dehors de Québec. Certainement, le Acadien, là, les communautés francophones qui existent dehors du Québec sont très, très importantes pour moi. Comme je dis, le francophone, c'est pas seulement les Québécois, parce que les communautés fières, fortes, et avec quelques besoins, on a besoin d'un gouvernement qui croit dans la communauté francophone. On a quelqu'un ici au Colombie-Britannique, pas trop grand, mais existe, trop très, très fier. Et on a besoin de la capacité à voir les écoles, les journaux, Radio-Canada et tout, le programme culturel. Parce que sans les artistes, sans les cultures, il n'y a pas un peuple. Il n'y a pas d'histoire, il n'existe pas. Donc, oui, c'est une question très intéressante et je suis très fier de mes connexions avec
communauté francophone dehors du Québec, ben, j'ai aussi réalisé que j'ai beaucoup à apprendre de la communauté acadienne particulièrement. Merci pour la question. Oh, OK, merci. Nous avons le temps pour quelques autres questions. Voici une question de Luc à Ottawa. OK. Mon nom est Luc Ménard d'Ottawa. J'ai une question à deux volets pour M. Collins. La première partie, c'est que pensez-vous du régime de pension très généreux des députés et des sénateurs? C'est la première partie. La deuxième partie, c'est quel changement pensez-vous y apporter pour que ce régime soit plus juste envers tous les Canadiens et les Canadiennes? OK, merci Luc pour la question. Je ne sais pas si complètement bien comprendre la deuxième question, mais certainement la première question, je comprends très bien. Voilà, quand je suis entré le chambre commune, j'étais complètement ignorant le système de pension pour les députés. En effet, ben, j'ai appris après quelques mois, quelques années, que le système, c'est pas juste. C'est comme, c'est trop généreux. Et dans cet instant où le gouvernement coupait beaucoup, coupait pour les personnes âgées, le pension public, c'est offensif, c'est un hypocritisme pour le gouvernement, pour couper pour les autres et pas pour eux. Et pour moi, particulièrement, comme chef, je vais être complètement ouvert à cette conversation parce qu'on peut faire quelque chose de juste et plus équitable pour les députés, mais plus important pour le peuple général, parce que c'est ridicule que le gouvernement, un premier ministre, voyageait à Suisse, parlait avec les personnes très riches, il dit à les Canadiens qui a une pension, peut-être vous n'avez pas une pension. Donc, c'est très offensif, c'était très offensif pour moi et pour quelques personnes. Donc, on doit faire une connexion et on a besoin d'une formule où la pension des députés ne change pas si on ne change pas la formule pour la pension publique pour toute la population. Et je m'excuse, je ne quitte bien pas votre deuxième question. Peut-être on peut continuer et je vais reconsidérer dans la prochaine étape si il y a une autre opportunité à répondre si j'ai manqué votre point. Et bonjour James, vous êtes là? Oui. Oui, dommage, c'est Luc qui est encore ici. Est-ce que ça va, Luc, ou tu veux plus de clarification? Oui, je pense qu'il a répondu à ma question en disant qu'il veut apporter des changements quelconques à un moment donné, quand ça va être possible. C'est ce que j'ai compris. OK. Merci. OK, merci bien, Luc. OK, on va continuer avec peut-être une question de Mathieu à Québec. Mathieu, allons-y. Oh, peut-être pas. OK, on va continuer. Oui. Mathieu, t'es là? Oui, je suis là. Bonjour Nathan, Mathieu de Québec. On s'est rencontrés à quelques occasions. Et voilà, bonjour Mathieu. D'abord, merci pour cette assemblée-là. Merci vraiment. Je trouve que c'est une excellente idée. Tu fais juste monter dans mon top. C'est vraiment dans mes préférés. Je voudrais savoir, par exemple, si jamais tu viens qu'à être éliminé durant la course, lors des différents tours, quel serait ton deuxième choix? Ah, Mathieu, la grande question. Merci pour ça. C'est la question que Monaki, dis-moi, jamais répondre à cette question parce que on va gagner et ça, c'est seulement l'opportunité, la vision qu'on va voir. Mais merci. Pour moi, c'est pas, j'ai voté, aujourd'hui, dans l'Internet, c'était très intéressant. Le système, c'est très facile. Premièrement, merci pour l'appui. Je suis très honoré pour voir l'appui
qui est un groupe francophone et les individuels comme vous. Pour moi, et c'est pas simplement pour dire cette gars, cette fille, ça c'est le premier choix, le deuxième choix, le troisième. C'est une qualité. Je cherche pour deux choses particulièrement très importantes. Est-ce que la personne peut gagner la prochaine élection contre quelqu'un comme M. Harper? Ça, c'est très, très, très important pour moi. Est-ce que la personne peut connecter avec les personnes, travailler fort, mais aussi être très, très clair avec une vision optimiste, une vision complètement contre la vision qui existe maintenant, une vision de cynisme de M. Harper et le reste. La deuxième qualité que je cherche, c'est comme est-ce que la personne peut améliorer rapidement, parce que on a seulement 3 ans. De 3 ans, c'est beaucoup, ben c'est pas beaucoup là. Je cherche pour quelqu'un qui améliorerait dans cette course de la chefferie, ben aussi donner voir la possibilité pour continuer à améliorer de chaque jour. C'est pas un travail très facile, c'est tough là. Et j'imagine que les difficultés d'être chef de caucus plus de 100 députés serait un défi, ben une opportunité pour unifier derrière une vision. Donc je veux pas dire initialement je dis Peggy était un bon candidat et c'est vrai. Et Tom, certainement, par rapport au Québec, c'est un très bon gars. Ben, je peux donner autre occasion où la stratégie de Brian Topp, c'est excellent. L'expérience de M. Dewar dans les affaires étrangères, c'est aussi très, très important. Donc, c'est pas pour vous dire, en effet, c'est pour vous, et c'est pour voir les caractéristiques qu'il vous fait dans un candidat, dans un leader. Et ça, c'est mon réponse aujourd'hui. Pas une réponse très claire, mais c'est la seule option que j'ai pour dire à vous. Merci, Mathieu. OK, c'est très bien, Nathan. Peut-être une autre question. On va une question de Joseph à Saint-Bruno. Joseph. Oui, Monsieur Colin. Monsieur Colin. Oui, Joseph. Joseph. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, excellent. Donc, vous-même. Votre question, là? Oui. Donc, ma question, pour faire vite, vous proposez comme une alliance, si j'ai bien compris, dans les circonscriptions conservatrices ou des circonscriptions plus libérales, de présenter seulement un candidat soit libéral ou un candidat du NPD, si j'ai bien compris. Mais je voudrais savoir dans la vraie vie comment ça va se faire, puis c'est pas un peu antidémocratique dans le sens que, et le 2 mai nous l'a prouvé, qu'il y a des circonscriptions comme moi ici, c'était Bloc québécois, puis ça a toujours été Bloc québécois, et le NPD a gagné aux dernières élections. Donc, comment vous pouvez déterminer quelle circonscription on peut présenter quel candidat? Donc, dans la vraie vie, un peu, comment ça va se faire? J'ai de la misère à vous suivre un peu. Donc, voilà. Merci pour la question. Oui, c'est une bonne question et je dois être très, très clair de deux choses. Premièrement, je n'ai donné pas cette idée dans la dernière élection parce qu'on n'a eu pas un gouvernement majorité conservateur. Et cette groupe de conservateurs, c'est pas le conservateur de notre parent. Sont un animal différent là. C'est plus comme les républicains des États-Unis. Et, après le scandale de l'appel et tout, c'est clair que ce gouvernement, cette partie conservatrice, c'est comme quelqu'un d'autre, quelqu'un complètement différent. Donc, on a besoin de réponses différentes aussi. Il ne peut pas dire on continue simplement. Donc, je ne dis pas ça dans la dernière élection parce que ce n'était pas nécessaire. Je pense que peut-être quelque chose comme ça, c'est nécessaire maintenant. Avec le danger de ce gouvernement gagner 2 fois une majorité, parce qu'après ça, mon Dieu, ce serait incroyable pour imaginer notre pays là. Donc, la décision, c'est pour les comtés. La décision, c'est pour les militants NPD. C'est pas pour moi comme chef.
Et aussi, c'est pour le parti. Je comprends si j'ai gagné cette course de la chefferie, je n'ai pas un mandat très clair pour faire ça. On a besoin de l'appui de la partie, un vote ou quelque chose comme ça, où le parti de MPD dit oui, nous sommes en accord avec cette option. Et finalement, l'option, la décision va être très démocratique entre le MPD, entre le militant MPD dans le comté où je parle. S'il y a comme Thetford Mines ou quelque chose où il y a un conservateur maintenant, si le MPD là-bas pense qu'on peut devenir le conservateur député, on va faire ça seul, sans une réunion spéciale. Mais sinon, et s'ils veulent faire une option comme ça, on va continuer dans un autre chemin. Donc, je comprends qu'il y a de peurs ou préoccupations. Oui, je comprends. Mais aussi réaliser, pour les personnes qui ne votent pas, pour les progressistes qui ne votent pas, ils imaginent un meilleur système, un meilleur parti, on peut dire qu'ils sont très politiques, mais pas très partisans. Et ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité qu'il y a seulement, moi, je conviens, pas beaucoup de personnes qui sont membres d'un parti. Et il y a une grande population qui sont très efficaces. Ils veulent faire un vote très clair pour un vote pour un candidat progressiste et pour un gouvernement progressiste aussi. Mais merci pour la question. C'est excellent. Et, oui, j'ai pas de préoccupation avec ça. Je suis très clair et très public avec mes intentions et je défends les intérêts de la démocratie et de notre parti. OK, merci Joseph. Ce fut une très bonne question pour conclure cette assemblée publique en français avec Nathan Cullen. Je vous remercie tous pour votre participation aujourd'hui. Si vous n'avez pas eu la chance de poser votre question, Nathan va encore recevoir vos questions et vos commentaires. Allez sur notre site web nathancullen.ca, sur Facebook et Twitter. Si vous voulez faire un don à la campagne ou vous portez volontaire, appuyez sur le 7 maintenant pour indiquer votre intention et on vous contactera sous peu. J'aimerais remercier Nathan pour s'être joint à nous cet après-midi et je passe la parole à Nathan pour le mot de la fin. Et merci James, merci tout le monde d'être ici et passer une heure ensemble dans cette communication. C'est excellent pour moi et je veux dire, je merci pour continuer avec mon français et quitter mon français. Je vais certainement prendre plus des cours de français après ça. Mais merci à tout le monde, merci particulièrement à James et toutes les bénévoles qui travaillent avec nous. Et certainement à notre militant, je veux dire, bonne chance dans le dernier jour de cette course, bonne chance avec notre décision. Et je suis très excité pour le convention à Toronto. C'est quelque chose, wow, mon Dieu, je suis très content. C'est comme Noël pour moi. Le matin de Noël, ça c'est le prochain fin de semaine. Et merci à tous. OK, merci Nathan et merci à tous. Aussi, pour ceux et celles qui sont à Montréal, Nathan sera à la brasserie Irish Embassy, mardi le 20 mars, à compter de 19h. C'est situé à 1234 rue Bishop. Je vous rappelle que la ligne sera ouverte pour un temps pour vous permettre de faire un don ou vous porter volontaire. Appuyez sur le 7. Bon après-midi tout le monde.